Vous ne m'entendez pas là? Si. Bonjour à tous, merci de participer à notre webinaire « Quel rôle le Figital prendra-t-il dans l'après-crise ?» Ce webinaire va durer environ une heure et quart en fonction des différentes questions que vous allez pouvoir poser aux intervenants. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme sur votre écran. Donc, sur votre droite, vous avez plusieurs onglets, le chat, questions, sondage. Donc, le chat va vous permettre de nous saluer, comme beaucoup le font actuellement, et d'éventuellement interagir entre vous. Les questions, c'est l'onglet que vous devez obligatoirement utiliser uniquement pour poser vos questions aux différents intervenants. Et sondage, au fur et à mesure, notre animateur, Maxence Ziskier, donc responsable d'Improvise, aura l'occasion de vous poser plusieurs questions. Donc, il faudra répondre à ces questions via cet onglet sondage. Alors. Et là, par exemple, là, je viens d'allumer. Ah, okay, super. Alors, il y a un tout petit souci technique, donc je coupe le micro. Voilà, c'est parfait. Donc, au niveau de Cap Digital, je vais vous faire une toute petite présentation rapide, quelques chiffres clés. Donc, Cap Digital est le premier collectif européen d'innovateurs du numérique. Il regroupe plus de 1000 structures adhérentes, dont 850 PME start-up, 90 grands comptes et 70 écoles, universités, laboratoires et 12 fonds d'investissement aujourd'hui. Donc, plus 10, mais 12 à ce jour. En décembre 2019, Cap Digital a intégré le PICOM. On représente le pôle retail qui rassemble 120 structures innovantes dans le secteur du commerce et de la distribution. Cap Digital est également l'animateur de Futur en scène et il a eu l'occasion d'animer plus de 120 événements depuis 2019 et de recevoir à cet effet 12 000 visiteurs donc sur le festival Futur en scène. L'équipe est représentée de 120 experts qui sont à disposition de l'ensemble des adhérents de Cap Digital et de PICOM by Cap Digital et l'équipe permanente est composée de 40 collaborateurs. Au niveau d'autres chiffres clés, donc à son actif, Cap Digital a plus de 3000 projets de R&D reçus depuis 2006, dont plus de 1600 labellisés et plus de 850 financés. Cap Digital a soutenu également près d'1,7 milliard d'investissements en recherche et développement depuis sa création, dont 723 millions d'aides publiques. Excusez-moi. Concernant l'accélération, donc le pôle a eu la possibilité également, a mis en relation plus de 100 startups et grands comptes depuis 2019, avec plus de 100 projets d'open innovation. Parlons Europe, donc plus de 40 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, avec en 2009 à ce jour plus de 12 projets européens. Également, nous sommes partenaires du premier cluster européen, le EIT ACE, et 200 structures partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Je vous laisse la parole, Maxence, qui va donc animer l'ensemble de cette présentation aujourd'hui. Pour ma part, je me mets en backup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les intervenants, n'hésitez pas à utiliser l'onglet « Questions ». Pour d'autres choses, l'onglet « Chat ». Et au fur et à mesure, des questions vous seront posées et il faudra répondre via l'onglet « Sondage ». Bonne présentation. Merci beaucoup Nadège et puis écoutez bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Alors c'est particulier parce que on vous voit tous les participants, on vous entend pas, on aura envie de pouvoir vous dire bonjour, de pouvoir vous entendre. En tout cas je vois que dans la salle on a de grands noms comme le Hub Retail, comme l'ICC que je salue, qui sont des structures fantastiques, même titre que Cap Digital hein, bien sûr. Et donc, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, on va faire un webinaire assez sympa et particulier ce matin, puisqu'on a voulu vraiment donner la parole
aux personnes qui sont tous les jours en magasin et qui exploitent en l'occurrence une technologie qui est le Phygital ou une stratégie qui est le Phygital. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur cette table ronde. Alors de gauche à droite sur mon écran, il y a Isabelle qui est directrice du magasin de Chalon-sur-Saône, Yann qui est responsable régional, Stéphane, tu es directeur digital Phygital, et MUSR, tu es responsable de zone. Donc, nous avons aussi Cassandre qui est complètement à droite, qui vous répondra et qui va animer un petit peu sur la partie chat, qui est de l'équipe Improvise. Voilà. Donc, bonjour à tous. Et puis, je propose de faire un tout petit tour de table pour que chacun puisse se présenter. Isabelle, peut-être que tu peux commencer du coup. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable du magasin du King Jouet de Chalon-sur-Saône. Et donc, j'ai l'occasion d'utiliser les outils tous les jours. Donc, je suis heureuse de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Génial. Écoute, merci. Et nous avons aussi Yann. Bonjour à tous, Yann Lacroix, je suis le responsable régional Centre-Est pour le réseau King Jouet et on pilote 18 magasins, donc autant de bornes et encore plus de smartphones sur notre réseau digital. Nous avons Stéphane aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Stéphane Marthe, moi je suis en charge de la stratégie digitale et de la transformation pour le groupe King Jouet. J'ai été souvent sollicité pour donner mon avis sur la stratégie, sur ce qu'il fallait faire avec les bornes. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment, c'est-à-dire que c'est les équipes terrain qui vont vous en parler, et certainement mieux que moi pour une fois. Bon, super, merci. Et puis toi aussi, MUSR. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, on t'entend bien. Super, ça marche la technologie. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est MUSR du Barry. En fait, je suis directrice de zone secteur ouest. Parce que chez nous, la France est coupée plutôt en vertical chez King Jouet. Donc, j'ai la partie ouest et j'accompagne 4 animateurs et animatrices de région qui, eux aussi, ont à leur charge, en fait, 16 à 20 magasins chacun. Super, écoute, merci MUSR. Et puis, merci encore une fois à vous 4 de participer et de partager. On est dans des temps difficiles et des temps de crise et le partage est on ne peut plus d'actualité pour l'entraide et pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, merci encore de nous donner votre temps. En plus, vu la période, c'est un temps qui est rare et précieux. Voilà. Donc, je propose de commencer tout simplement en posant, je vais vous poser des questions. Je vais aussi poser des questions donc aux personnes qui nous écoutent. Alors, si vous m'écoutez bien, donc dans l'onglet sondage que vous avez à droite, comme l'a dit tout à l'heure Nadège, on va vous poser la même question qu'aux animateurs et donc on vous invite à y répondre tout simplement. Donc la première question, je la pose d'abord donc aux participants et ensuite je la poserai aux animateurs. Donc dans l'onglet sondage, pensez-vous que les clients seraient fébriles à l'idée de toucher les écrans en magasin? Et alors du coup, là cette fois-ci, question que je pose à vous, les experts et les spécialistes qui est en magasin. Avec le Covid, le e-commerce a littéralement explosé. Alors ce qui peut facilement s'expliquer, qui est assez logique, puisque les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux. Mais par contre, quand on a rouvert les magasins, tout le monde pensait que le trafic en magasin allait chuter. Et encore pire, on pensait que les gens seraient très fébriles à l'idée de toucher les écrans en magasin. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans la réalité avec le Phygital? Alors, je vais peut-être répondre. Alors déjà, effectivement, comme tu l'as souligné, pendant la période de confinement, on a eu une activité très perturbée puisque l'intégralité de nos magasins était fermée. Seul le site e-commerce continue à pouvoir fonctionner. Et effectivement, quand il a fallu réenclencher la pompe à l'ouverture du magasin, on avait une supply chain qui était complètement perturbée avec des fournisseurs eux-mêmes qui avaient perdu une partie de leurs repères. Donc, on a bénéficié, nous, King Jouet, d'une double bonne surprise. La première, c'est qu'on a un marché du jouet qui est très résilient et qui a continué à fortement progresser sur ces dernières semaines. Donc, en gros, on va dire qu'on est plutôt en train de surfer sur une vague du marché qui nous porte. Et puis, clairement, à l'intérieur de tout ça, King Jouet, on en profite très nettement. Ce qui fait qu'on a, sur ces derniers mois, pris des parts de marché assez significatives. Et donc, à l'intérieur de tout ça, le rôle du Phygital,
nous a permis, juste après la période de déconfinement, de pouvoir pallier les ruptures, puisqu'en fait, on a eu des approvisionnements au niveau des magasins qui n'étaient pas du tout calibrés par rapport à l'augmentation d'activité qui s'est produite. Et donc, je pense notamment à tout ce qui est grosses pièces, avec pas mal de Français qui ont voulu équiper leur jardin, puis on y reviendra par la suite. Mais grosso modo, le Figital nous a permis, dans un contexte comme celui-ci, de pouvoir récupérer un paquet de ventes qu'on n'aurait pas pu faire, tout simplement parce qu'on n'avait pas le stock suffisant en magasin suite au déconfinement. Voilà, alors on parle beaucoup de rôle d'amortisseur, de tampon. En tout cas, effectivement, on a beaucoup d'enseignes qui ont connu des rayons qui se sont vidés. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Merci du coup, Stéphane, pour ton éclairage. Je passe à une deuxième question, du coup. Et alors, juste, donc, on me dit dans mon oreillette droite que sur la partie sondage, vous êtes à peu près moitié-moitié à avoir répondu oui ou non. Et alors, moi, je peux vous dire que improvise, nous, on était persuadés que ça serait oui à 100%. On était persuadés que les gens ne voudraient pas retoucher les écrans. Donc, ça a été une très grande surprise de notre côté, puisque, en l'occurrence, il y a eu des gestes barrières qui ont bien été respectés. Et au contraire, les ventes sur écran ont explosé. Donc, je passe à la deuxième question. Donc, toujours, je commence par les gens qui nous écoutent, mais qu'on ne voit pas. Ah oui, il n'y a pas de question sur celle-là. Alors, je reposerai une question juste après. Donc, là, cette fois-ci, je pose la question aux animateurs. Alors, pourquoi les consommateurs achètent-ils en magasin des produits qu'ils pourraient commander tout simplement depuis chez eux? Pourquoi passer par le Figital alors que je pourrais tout simplement le faire depuis mon canapé, quoi? Alors, je vais également répondre à cette question. Grosso modo, les Français restent quand même très, très attachés à leur magasin pour plein de raisons, parce qu'il y a une expérience différente, on peut toucher le produit, il y a toute la partie conseil, il y a également une notion de lien social qui a quand même été pas mal mise à mal pendant cette période de confinement, une notion de réassurance également qui permet de faire ses achats en toute sécurité, et puis surtout, même si le digital a eu une forte poussée pendant ces périodes de confinement, on voit quand même que le commerce physique reste encore largement majoritaire en France, et les Français restent attachés à leur magasin. Donc, pour moi, pour toutes ces raisons, il y a encore des gens qui vont venir en magasin plutôt que de commander depuis chez eux, même si ça a tendance quand même à bouger. Alors, on a vu pendant la période de confinement, alors il y a différentes études statistiques, j'ai plus exactement tous les chiffres en tête, mais on sait qu'il y a une partie des Français assez significative qui a commandé pour la première fois sur Internet pendant le confinement. Et donc, ces gens-là, il y a des chances que dans les semaines à venir, dans le cadre des achats de Noël, ils soient retentés de pouvoir reconsommer en ligne. Pour autant, pour moi, le magasin reste, en tout cas, c'est le cas chez KingJouet, reste le pilier de notre stratégie. Et on va tout faire pour se servir du web afin de créer du trafic en magasin. Ouais, d'ailleurs, je ne sais plus qui disait ça, c'était peut-être Laurent Milchior. On a quand même vécu pendant 2 mois dans un laboratoire mondial fantastique, puisqu'on a fermé la totalité des magasins, on n'a plus observé ce qui s'est passé. Et au final, dès qu'on a rouvert, on s'attendait, les gens ont découvert Internet, est-ce qu'ils vont revenir en magasin? Et pas du tout. Et c'est là qu'on voit exactement, par la preuve que le magasin n'est pas mort. Et bien au contraire, ça reste le média principal et majoritaire du commerce. Donc, merci du coup, Stéphane. Une autre question, toujours. Et alors, cette fois-ci, là, il y a bien une participation et un petit sondage sur les participants. Pensez-vous qu'un client qui passe une commande Figital en magasin est un client content? Voilà. Et du coup, je te pose exactement la même question. Enfin, je vous pose exactement la même question, messieurs les animateurs. Donc, je réponds avant que les gens répondent, c'est ça? À toi l'honneur, Stéphane. Ouais. Alors, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est un client content, puisque on considère qu'aujourd'hui, venir en magasin, c'est soit prendre la voiture ou les transports en commun. Quand on a pris les voitures, c'est trouver une place sur le parking. Sur un samedi, c'est pas toujours simple. C'est à rentrer en magasin en faisant les gestes barrières, en se lavant les mains, en prenant un masque, etc. Bref, tout ça pour dire que le fait de venir en magasin, même si ça reste le mode de consommation majoritaire, n'est quand même pas le plus simple et le plus facile pour un client. Donc, à partir du moment où il a fait cet effort, entre guillemets, de venir en magasin, il vient chercher un produit et il arrive que le produit ne soit pas disponible pour plein de raisons. Et grâce au Figital et grâce aux bornes, on lui propose une solution, en fait. On lui propose une alternative. On lui dit, monsieur, je ne l'ai pas physiquement en magasin, mais venez avec moi, on va regarder sur les écrans.
et je vais vous trouver une solution pour que vous puissiez quand même avoir votre produit. Donc, je dirais globalement, le consommateur qui est venu en magasin à la recherche d'un produit, on va dire que 9 fois sur 10, on arrive à lui trouver une solution pour qu'il puisse repartir avec le jouet qui était venu chercher. Ça marche. Une petite question du coup dans le chat que je vais poser d'Ophélie. Est-ce qu'il n'y a pas de frustration de ne pas obtenir son produit immédiatement? C'est une question qui revient tout le temps dans le monde du digital et c'est un des sujets récurrents. Alors, le côté immédiateté, on va dire, ça dépend du contexte. Et après, les équipes magasins qui le vivent au quotidien répondront mieux que moi. Mais tout dépend de si c'est un cadeau d'anniversaire qu'on vient chercher le vendredi en magasin et l'anniversaire, c'est le samedi. Bah là, je suis désolé, on ne fera pas de miracle. Et il n'y a pas grand monde d'ailleurs qui fera de miracle là-dessus. Après, si c'est dans le cadre d'une liste de Noël qu'on vient constituer dans le magasin, l'échelle de temps n'est pas tout à fait la même. Et quand on est au mois de novembre pour faire ses achats de Noël, le fait de devoir attendre 2-3 jours pour avoir son produit est quand même largement supportable pour le client. Et je pense qu'il y a un côté quand même plutôt pratique de se dire, ça y est, j'ai trouvé le jouet qui manquait à ma liste de cadeaux, plutôt que de vouloir recourir dans tous les sens, aller dans l'hypermarché d'en face ou retourner à la maison, refaire les recherches sur Internet. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas forcément cette notion, quoi. Bon, ça marche. J'ai plein de questions qui arrivent au fur et à mesure dans le chat et les questions, j'essaierai d'en poser quelques-unes pendant le webinaire, donc ne vous inquiétez pas, on les lit toutes et puis je vais essayer de les glisser au fur et à mesure. Donc sur la partie sondage, justement sur cette question-là, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Bon, je laisse Cassandre regarder. Ah, on est à 100%, voilà, 100% de personnes qui effectivement ont répondu oui. Dernière question toujours liée par rapport à ça, qui va un petit peu dans la même série. Un client qui passe une commande Figital en magasin, enfin qui ne passe pas cette fois-ci, un client qui vient, qui a un besoin, qui passe pas une commande Figital en magasin, pensez-vous que c'est une vente perdue déjà? Et est-ce qu'elle est perdue souvent au profit d'un concurrent comme Amazon par exemple? Alors, sur cette partie-là, je vais également répondre. Alors, parfois, oui, malheureusement. On ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, Amazon est le premier vendeur de jouets en France, devant Leclerc et devant nous. Donc, c'est effectivement un cas de figure qui peut se produire. Par contre, il arrive aussi régulièrement qu'on ait des clients qui soient venus en magasin se renseigner, qui étaient renseignés par nos équipes, notamment au travers des bornes, et qui, au final, revenus chez eux, commandent sur notre site internet kingjouet.com, choisissent de se faire livrer gratuitement en magasin et c'est des clients qu'on revoit des fois une semaine après en magasin suite à leur première visite. Donc, il y a aussi des parcours qu'on arrive à construire comme ça entre le magasin et le web. Donc, on arrive à conserver quelques clients dans cet écosystème. Et maintenant, effectivement, la concurrence d'Amazon reste quand même très, très forte et pas facile de lutter contre ça. On va dire que si on n'avait pas les bornes, ce serait encore plus compliqué. Oui, effectivement. On a d'ailleurs l'habitude de dire qu'une vente Figital, c'est du chiffre d'affaires additionnel pur ou souvent pur. Est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se démontre? Excuse-moi, je n'ai pas entendu la question. On dit souvent que le chiffre d'affaires qui est réalisé en Figital, c'est souvent du chiffre d'affaires additionnel pur. C'est-à-dire que le e-commerce, par exemple, on pourrait dire que c'est du chiffre qui phagocyte celui des magasins et réciproquement. Là, les choses c'est très clair. Si on avait pu faire la vente avec le stock du magasin, on l'aurait fait. À partir du moment où on bascule sur écran, et les équipes terrain confirmeront, à partir du moment où on bascule sur écran, c'est qu'on n'a pas d'autres possibilités. Tu parlais à l'instant de la notion d'immédiateté. Nous, ce qu'on souhaite, c'est satisfaire nos clients le plus rapidement possible. À partir du moment où on bascule sur écran, c'est plutôt le plan B parce qu'on n'a pas la solution pour pouvoir le satisfaire tout de suite. Donc, clairement, c'est du business qu'on n'aurait pas fait. Ça, c'est bien. Super, c'est intéressant. N'hésitez pas toujours à poser vos questions dans le chat. J'en ai une que je pose tout de suite, c'est sur la partie statistique. Donc certaines personnes qui se demandent si en fait les gens touchaient déjà les écrans et faisaient du digital avant le coronavirus ou si simplement c'est le coronavirus qui a tout déclenché et puis du jour au lendemain ça a explosé. Comment c'était avant et comment c'était après? Alors là, je vais laisser les équipes magasins répondre parce que c'est eux qui sont en contact des clients. Yann ou USR? Alors, je vais me permettre de répondre. Avant le confinement, les gens faisaient déjà leurs achats
via les bornes et les smartphones. Hein. On n'avait pas de difficultés, les gens avaient bien pris l'habitude et on est de plus en plus depuis plusieurs années face à des clients qui sont de plus en plus connectés. Donc ils connaissent ces produits-là, ils ont l'habitude d'utiliser, ils connaissent le parcours, les parcours web. Hein. Donc ça a peut-être poussé, comme disait Stéphane tout à l'heure, certaines personnes qui n'avaient certainement pas fait de commande avant sur le digital. Le confinement les a poussés à plus s'y intéresser. Et effectivement, oui. Ça marche. Alors, Merci. si je peux rajouter juste quelque chose. Oui. Alors, en magasin, nous, l'avantage, c'est que les clients sont accompagnés souvent, en grosse majorité, on les accompagne dans leur parcours de commande. Et donc, du coup, ils ne touchent pas directement, eux, les écrans, mais c'est souvent l'équipe magasin qui les touche. Et ça, je pense que ça les rassure aussi un petit peu, le fait d'être accompagnés, de ne pas toucher, eux, directement les écrans qui ont pu être touchés, du coup, par une multitude de clients. C'est vraiment bien de pouvoir avoir ces outils-là pour accompagner les clients dans leurs achats. Petite question toujours sur l'aspect statistique. Est-ce que vous avez des chiffres que vous oseriez communiquer ou est-ce que ça reste totalement confidentiel et on passe à la question suivante? Des chiffres de quoi? De chiffre d'affaires? De pourcentage de chiffre d'affaires qu'il peut y avoir dans un magasin ou peut-être les gens se demandent est-ce que c'est quelque chose qui a peu de poids, qui est peu significatif dans un magasin ou est-ce que c'est vraiment significatif? Ça peut être un ordre d'idée, quelque chose qui donne quand même un ordre d'idée de savoir si c'est un poids important dans celui du magasin. Le poids, tu veux que je réponde, Stéphane? Alors, c'est un poids, ouais, c'est un poids qui est important, mais qui est très variable d'un magasin à l'autre, en fait. Et on l'a souligné à l'instant, c'est quand même très lié à une démarche vendeur. Il y a très peu de clients qui vont tout seuls sur les bornes et qui se dépatouillent face à la borne pour faire leur commande. Alors, sachant que chez nous, en plus, il faut payer en caisse. Le paiement ne se fait pas sur la borne. Donc, de toute façon, on est obligé d'avoir un contact avec un collaborateur en magasin. Donc, dans la mesure où c'est de la vente assistée, il y a des magasins qui sont très, très bons dans la vente de ce que j'appelle épaule contre épaule face à l'écran, qui ont les bons réflexes, qui ont la bonne méthode et qui cartonnent là-dessus. Et il y en a d'autres qui sont honnêtement décrochés. Donc, après, à l'intérieur de ça, c'est quelques pourcents du chiffre d'affaires, donc chiffre que tu as compris, je ne communiquerai pas, mais un poids suffisamment significatif pour que ça devienne un indicateur suivi par tous les managers. Donc, nous, ce qu'on mesure, c'est le poids du chiffre d'affaires réalisé par les bornes par rapport au chiffre d'affaires global du magasin. Super. Bon, en tout cas, merci. Évidemment, on comprend parfaitement que ça soit confidentiel, mais au moins, on a posé la question et s'il y a besoin de plus d'informations, eh ben, en tout cas, on peut déjà te remercier de nous avoir communiqué ces réponses. Je vais passer à la… Oui? Je disais, c'est bien tenté, Maxence. Oh, moi, je pose les questions, je joue mon rôle d'animateur. Hein. C'est vous qui avez la parole, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Allez, je passe à la question suivante. Donc, du coup, avec le déconfinement, il y a certains produits qui ont connu une explosion de demande hein, dans certaines catégories de produits. Alors, il y a eu les vélos, par exemple, hein, qui ont littéralement explosé. Les piscines, il y a eu un pic de demande colossal sur des piscines hors sol. Tout ce qui est plein air aussi, hein, les jeux pour les jardins, les cabanes, les barbecues, etc. Les jeux de société, les jeux éducatifs, la mobilité électrique. Il y a plein de produits comme ça qui ont littéralement explosé. Est-ce que le Phygital vous a permis de saisir certaines de ces opportunités? Alors, du coup, Maxence, tu as raison de le dire. En fait, lors du confinement, on a vendu un peu de tout. Hein. Clairement, on a vendu du jeu de société, on a vendu du créatif, on a vendu de la piscine, etc. Parce que les gens étaient chez eux et qu'ils étaient confinés et qu'ils ne pouvaient surtout pas sortir. Donc, après, du moment où le déconfinement a eu lieu, on a vendu très clairement beaucoup, ce que nous, on appelle dans notre jargon, on va dire chez nous, c'est des grosses pièces. Donc, c'est-à-dire maison, toboggan, piscine. Et la vente, j'ai envie de dire, phare, où on a été très clairement en rupture, ça a été en fait les trampolines. On a été complètement dévalisés. On avait un petit peu de stock sur notre plateforme sur Rive, mais clairement, on a été dévalisés là-dessus. Donc oui, bien sûr qu'on en a profité puisque nos clients étaient
confinés chez eux, ils ont profité, ils ont fait avec ce qu'ils avaient hein, pour s'occuper, j'ai envie de dire. Ils se sont bien affalés, j'ai envie de dire, chez nous. On s'est même fait la remarque de se dire qu'on leur avait manqué, que Kingway leur avait manqué tellement ils ont consommé. Super, bon, en tout cas, je pense que c'est clair. Alors, toujours dans la même catégorie de questions, quelles ont été les ruptures de stock les plus marquantes en rayon, les rayons qui se sont fait littéralement vider? Et pouvez-vous donner quelques détails sur les catégories qui ont été victimes de ce succès et comment le Figital a aidé du coup dans ces catégories de produits? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça a été clairement, hein, on a eu un gros boom sur la partie des trampolines. On a eu aussi de grosses ventes sur la partie des vélos et notamment, ça nous a permis aussi de déstocker, si je peux le dire comme ça, un peu nos anciennes séries, nos anciennes collections. On a été carrément dévalisés là-dessus. Ça a permis aussi d'épurer un peu nos stocks et d'accueillir ces nouvelles séries de vélos, etc. Et voilà. Donc, la grosse vente, ça a été vraiment la partie grosse pièce et trampoline, où on était en rupture. Et puis, tu parlais de Figital, du coup, on a développé pendant le confinement, en fait, la partie drive. Stéphane pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais on a du coup déployé cette partie drive sur une partie de nos magasins. On l'a fait en 3 étapes. Donc là aussi, on a profité, j'ai envie de dire, on s'est inséré dans la brèche du Figital aussi. C'était surtout pour les clients en fait qui souhaitaient acheter du jouet, mais qui voulaient prendre et puis tout de suite partir, puisque bien évidemment, on ne pouvait pas les accueillir puisque tout était fermé. Donc oui, on en a là aussi encore une fois profité, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a été une grosse mise en place, mais ça a plutôt bien fonctionné et bien accueilli par nos clients, puisqu'ils ont été au rendez-vous. Mais là aussi, on ne te donnera pas de chiffres, Maxence. Tu fais bien de poser la réponse avant la question. Petite question du coup qui est sur le chat de Michel Coche. Est-ce que le Figital et l'extension possible des gammes Alors, attendez, j'ai la question qui a bougé. Est-ce que le Figital et l'extension possible des gammes vous incitent à sortir de votre territoire de marque et ajouter des catégories hors jouets? Stéphane, c'est pour toi ça. Alors, on le fait déjà un peu au travers de ce qu'on appelle le dropshipping ou la LDD. C'est-à-dire qu'en fait, on a une partie de produits qui sont disponibles sur nos bornes, qui sont des produits qui ne sont pas stockés chez nous. Donc, quand je dis chez nous, c'est ni en magasin, ni en entrepôt, et qu'on opère un peu sous forme de marketplace. Donc, c'est ce qui nous permet notamment de proposer toute une gamme de portiques, de quads, de cabanes de jardin, etc., etc. Donc, des produits assez volumineux, assez compliqués à stocker et puis qui immobilisent pas mal de trésorerie. Donc, c'est des produits qu'on travaille uniquement sur commande au travers des écrans. Maintenant, notre stratégie n'est pas forcément pour autant d'aller vendre des jeux vidéo ou de la puériculture ou d'autres produits. Donc, on essaie quand même de rester, en tout cas sur cette partie Figital, assez proche de l'univers du jouet. Ça marche, merci Stéphane et merci Michel d'avoir posé la question. Michel qui au passage est à la tête de l'Institut du commerce connecté. Voilà, donc comment faites-vous, chers animateurs, pour motiver une personne qui vient d'arriver dans votre équipe, donc une personne, un vendeur on va dire, et comment faites-vous surtout pour lui faire connaître les outils Figito en magasin? Comment on motive ces vendeurs? Je pense que je suis la mieux placée pour répondre à cette question. Nous, en fait, on a l'avantage chez Kingway d'avoir un outil donc, de King Learning. Donc, c'est un outil de e-learning qui propose une démonstration en fait de ces outils par vidéo. Donc, généralement, on commence par ça pour l'intégration en fait de nos équipes et de nos stagiaires aussi. Donc du coup, ces outils sont hyper bien conçus et il y a un petit questionnaire après pour voir si ça a bien été saisi pendant la vidéo. Donc ils arrivent sur le terrain pas complètement perdus. Ensuite, suite à ça, il y a quand même un accompagnement physique avec une personne de l'équipe qui va montrer en réalité comment fonctionnent les outils, donc que ce soit les bornes ou les smartphones. Généralement, on désigne une personne qui s'occupe de la formation donc de ce nouvel équipier en magasin. Après, c'est vrai que on est quand même dans une
une société où tout le monde a l'habitude de ces outils-là. C'est des outils qui sont simples. Et la plupart du temps, les jeunes qui arrivent en magasin, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais souvent les stagiaires quand on les intègre, ils ont déjà une maîtrise de ces outils qui est presque naturelle en fait. Donc il suffit de leur montrer une fois, deux fois les 2-3 petites choses qui sont spécifiques à nos outils ou spécifiques à King Jouet, et c'est tout de suite très naturel et acquis facilement. Donc ils sont très rapidement en fait capables d'accompagner les clients en magasin. Et je dirais même en plus de ça, c'est des outils qui leur facilitent vraiment la vie au quotidien et qui leur permet d'avoir accès à l'ensemble des produits qu'il y a dans le magasin. Ça leur permet de tout simplement connaître les jouets beaucoup plus facilement. On va leur demander ce que c'est un Hachimal, un Enchantimol, le truc que même si ça leur dit rien du tout, il suffit de le taper sur la borne, ils voient en visuel ce que c'est, ce que recherche le client. Donc pour ça, c'est vraiment un outil super. Canon, donc merci Isabelle. Alors je le rappelle, Isabelle, si vous voulez la rencontrer, c'est à Chalon-sur-Saône, dans son magasin. Et si vous avez des achats de Noël à faire, surtout que vous habitez dans le périmètre, donc même 200 km, vous pouvez. Exactement, n'hésitez pas. Voilà. J'ai d'ailleurs en tête l'anecdote d'un certain Jason chez vous, mais je pense qu'on va en reparler juste après, donc je le laisse de côté. Question suivante, et là cette fois-ci un petit sondage aussi auquel vous pouvez participer. Pensez-vous qu'il est important de récompenser les équipes de vente? Question qui revient souvent dans le monde du digital. Et donc, chers amis de la team King Jouet, comment faites-vous et comment récompensez-vous vos meilleurs vendeurs et comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est important et comment vous y prenez? Alors là, on voit un exemple à l'écran. Donc, on a, je pense, tous ça en magasin. Donc, le tableau Velleda avec le classement par semaine. Généralement, moi, je fonctionne par semaine. Il y en a qui fonctionnent quotidiennement au niveau du nombre de commandes. Donc, on se challenge en fait un peu mutuellement. Ça passe beaucoup par un challenge interne. On essaye d'être le meilleur, tout simplement. Donc, on a ce petit tableau qui nous permet de noter nos ventes digitales à chacun. Et du coup, on fait un point sur le gagnant de la semaine, le meilleur vendeur digital de la semaine, tous les lundis généralement. Après, il peut arriver qu'on se challenge sur un résultat global magasin, donc sur un poids de chiffre d'affaires qu'on est censé réaliser. Donc, ce challenge, il peut passer par des choses toutes bêtes pour l'équipe. Par exemple, j'amène le déjeuner le samedi matin parce qu'on a réalisé notre taux, parce qu'on a atteint notre objectif de nombre de bornes dans la semaine. Et ça peut aussi passer par des challenges King Jouet. Donc, il est arrivé, là, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, mais il peut arriver qu'on ait des challenges. Par exemple, si un magasin atteint son poids ou est le meilleur vendeur digital de la région, du réseau, peu importe, en fonction du challenge, on a des chèques cadeaux, un restaurant pour toute l'équipe ou quelque chose comme ça. Et ça, j'imagine que c'est des indicateurs qui sont suivis pas que par le responsable de magasin. Qui suit ces indicateurs, qui est intéressé par ce genre de KPIs? Alors du coup, le tableau, il est vraiment accessible à tous. Il est dans le couloir, dans le passage, on ne peut pas le rater. Donc c'est vrai qu'on a tendance à tous les vendeurs s'intéressent à ce tableau-là, et on va dire c'est une petite fierté d'avoir été le meilleur vendeur de la semaine, même si pas toutes les semaines ça rapporte quelque chose, mais il y a quand même un côté compétitif en fait là-dessus qui fonctionne, et quand on motive l'équipe là-dessus, on se rend compte qu'on fait plus facilement de la borne, quoi. Il faut en parler régulièrement, mais l'équipe se motive un peu toute seule aussi. Alors je précise pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais je pense que le terme borne est devenu un terme générique, et ça, on parle bien de toutes les ventes, c'est ça, et que ça soit sur smartphone vendeur ou sur borne. Ouais, c'est devenu le terme générique, je pense, chez vous pour définir le digital, mais c'était bien pour préciser. Et vous, Yann, MUSR,
c'est des chiffres que vous suivez aussi ou c'est uniquement les directeurs de magasins qui suivent ces chiffres? Non, c'est réellement l'ensemble du réseau, hein. Ça part effectivement des magasins, mais c'est suivi à toutes les strates du réseau. On s'étalonne, hein, grâce à ça, hein. On voit, ça permet, comme disait Isabelle, très bien Isabelle, c'est que les magasins entre eux se challenge un petit peu, hein. On connaît le poids de chaque magasin dans sa région, en fait, et on essaie toujours de grappiller la petite place. Ils essaient toujours d'être le meilleur, et puis les meilleurs entraînent un petit peu ceux qui sont un tout petit peu moins bons, ceux qui ont besoin de faire des progrès, et ainsi de suite. Et tout ça, en fin de compte, on met tout ça dans la machine et ça tire ce qu'il faut, le CA vers le haut, hein, toujours, hein. Bon, c'est bien. Je vois en plus qu'il y Et a un pour certain. te dire à quel point c'est important chez nous, Maxence, et à quel point on prend cette partie digitale à cœur, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau des magasins, au niveau du réseau. En fait, on reçoit les magasins et toute la partie encadrant en fait, de Kingsway reçoivent en fait des rapports auto, des rapports de chiffre d'affaires avec les KPI à l'intérieur, 4 fois par jour. Et à l'intérieur de ces rapports-là, en fait, nous avons le poids des bornes. Donc, il est suivi, j'ai envie de dire, quasiment toutes les 4 heures, quoi. Bon, ça marche. On sent que tu as très envie de parler de chiffres, Musser, mais je ne te poserai pas Non, la question. non. Je te tends la perche, mais voilà, je te la Je donnerai l'attends pas pas, entière. je la saisis pas. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a un certain Maxence qui est en bonne position, donc c'est bien, ça me fait plaisir. J'avais même pas remarqué parce que c'est assez rare de voir des Maxence, hein. Je passe à la question suivante. Donc, du coup, sondage, qu'est-ce que ça donne? Je pose la petite question. Pensez-vous, vous aussi, derrière votre écran, que c'est important de récompenser une équipe? 93% de oui, évidemment. Et c'est vrai que c'est assez évident, c'est du bon sens. Et pourtant, ça implique des méthodes, de l'opérationnel, du process. Et c'est là qu'un accompagnement peut être tout à fait intéressant. Suivez-moi de mon regard. Ici, c'est marqué improvise. Donc, question suivante. Quel est le record des ventes réalisées par un vendeur digital chez vous sur un mois? Record mensuel. Alors, on va dire, toujours pareil, si on veut parler de chiffres, ben non. On dira tout simplement, on va essayer un petit peu de donner une jauge, suivant une animation d'équipe, suivant une sensibilité d'équipe, suivant la formation des nouveaux arrivants. On a des magasins qui performent fortement par rapport à d'autres. C'est toujours été. L'idée, c'est que ces magasins qui performent et qui ont une très bonne sensibilité digitale puissent tirer vers le haut un petit peu tout le monde. Pour donner un ordre d'idée, de 1 à 10, on n'est pas, on est à peu près dans ce taux-là. Un magasin qui fait une borne, il y en a certains qui en font 10. Voilà, pour vous donner une idée, ça peut être un peu ça, quoi. Ça marche, super. Écoute, c'est intéressant et je vois que Aurore qui pose une question aussi, je vais me permettre de la poser. Donc, question auquel on ne pourra pas répondre évidemment. Ceci dit, donc sa question, c'est pour les chiffres, sans parler de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut avoir un nombre de connexions par jour? Alors, faut savoir que nous, au titre d'Improvise et de manière totalement anonymisée, parce qu'on a une trentaine de clients sur plusieurs milliers de points de vente dans 5 pays européens, on a ces données-là, on les a de manière anonymisée. Donc, on peut éventuellement donner ces chiffres, mais on les donnera pas publiquement en tout cas. Mais bon, si jamais vous avez envie de réagir sur la question d'Aurore, n'hésitez pas, hein. Bon, j'ai apporté une réponse, elle n'est peut-être pas encore visible, mais j'ai lâché un chiffre, ça peut dépasser les 2000 par semaine. Voilà. Donc effectivement, c'est. Ça veut dire que ça peut être plus, mais ça peut être moins. Bon, merci Stéphane. Comment un niveau vous rejoint? Du coup, on n'aura pas parlé de Jason, tant pis, c'est dommage, mais il y avait un certain Jason qui était un recordman du monde. Moi, j'avais juste une anecdote sans donner de chiffres, hein, sur Jason. C'est ce que j'avais retenu en analysant, parce qu'on passait énormément de temps à analyser les comportements en magasin, hein, que ce soit ce qui marche ou ce qui marche pas. Des fois, il y a des choses qui marchent pas, on comprend pas pourquoi ça marche pas, mais des fois, il y a des choses qui marchent, on comprend pas pourquoi ça marche. Et là, en l'occurrence, on comprenait pas pourquoi Jason était ce recordman international du monde de vente. Et une des choses qu'on avait compris, c'est que pour lui, c'était un non-événement. C'est-à-dire faire une vente d'un produit qu'on n'a pas en stock, c'est souvent pour un vendeur historique, c'est un problème parce que traditionnellement et dans la culture, le client, il doit repartir avec son produit. Et lui, pour lui, en fait, il était tellement habitué à acheter sur Amazon que c'était juste normal et c'était un non-événement. Et du coup, effectivement, il faisait un carton, mais on ne donnera pas de chiffres.
Peut-être Donc, juste préciser que Jason n'est pas son vrai prénom. oui, évidemment, le nom a été changé. Que Jason Bourne. Oh. Voilà, c'est fait. Elle est glissée. Donc, comment animez-vous vos régions? Eh ben, on a déjà répondu un petit peu à la question, parce que comment on anime des vendeurs, comment on anime des magasins, c'est un peu le même principe, hein. C'est en challengeant un petit peu chaque personne. Les meilleurs tirent les autres vers le haut, quoi. Sous forme de quoi? De challenge, de formation, en diffusant aussi les bonnes pratiques, hein. Ce qui se fait très bien dans un magasin, eh ben, c'est d'aller chercher cette bonne compétence, cette bonne formation et l'appliquer sur les autres magasins. Ça, c'est le faire tout le temps, à chaque période de l'année, parce qu'on a un petit peu de turnover et on a toujours une période de formation de ces personnes-là. Et j'insiste bien, c'est vraiment en étalonnant les magasins. Et j'insiste bien, les magasins et les personnes qui composent nos magasins, toutes nos équipes, aiment se challenger par rapport à ça, hein, aiment aussi s'étalonner. Et certaines fois, bien sûr qu'il faut que nous, en tant que régionaux, par exemple, on en parle, on anime tout ça, mais ils le font déjà très bien eux-mêmes, hein, l'envie de dépasser le petit copain, le petit voisin à côté, est souvent très forte, quoi. Canon, merci. En tout cas, on sent qu'on est plus dans une culture du challenge, de la motivation, de l'envie, plutôt qu'une dictature de la peur. Et on voit aussi que ça fait partie des clés de succès, hein. On sent, nous, le nombre de magasins qu'on a pu faire où les gens ont le sourire et sont contents et nous accueillent à bras ouverts pour parler de ces sujets-là, c'est impressionnant. Et je peux vous dire qu'on en fait vraiment beaucoup. Et c'est constamment toujours accueilli à bras ouverts. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez aller voir sur LinkedIn, on est passé dans un magasin il n'y a pas longtemps, on a carrément été accueilli par quelqu'un qui avait une photo de nous chez elle, qui était dans le sud de la France, du côté de Lyon, Grenoble. Voilà, donc je fais un petit coucou. Question suivante. Donc cette fois-ci, petit sondage aussi, vous pouvez répondre. Selon vous, qu'utilisent le plus les vendeurs? Donc là, je pense qu'il ne faut pas que je lise la suite. Effectivement, c'est une partie de la réponse. Donc, est-ce qu'ils utilisent plutôt les bornes ou est-ce qu'ils utilisent plutôt les smartphones? Et du coup, je pose la question aussi aux animateurs. En quoi les mobiles vendeurs vous ont-ils fait gagner du temps? Avez-vous des mobiles vendeurs? Vous avez des mobiles vendeurs et des bornes. Vous utilisez quel outil utilisez-vous le plus souvent? Alors, le plus souvent, Isabelle a répondu un petit peu tout à l'heure, mais c'est en fait, suivant la typologie des magasins, les magasins ne sont pas équipés en nombre de bornes similaires ou en nombre de smartphones similaires. Mais on voit que chez Kingsway, et Isabelle, je parle sous le couvert d'Isabelle, référente terrain, c'est que nos équipes utilisent vraiment les deux. Il n'y a pas un plus que l'autre, parce que en période basse comme en période haute, les smartphones sont quasiment utilisés à 100%. Donc, et la borne aussi. La borne, généralement, est plus placée sur l'entrée du magasin. D'accord? Donc, c'est plutôt la personne qui se trouve en caisse à ce moment-là qui utilise la borne. Et les vendeurs qui, eux, sont plus sur la surface, utilisent plus les smartphones. Mais ça serait pas aussi, c'est pas aussi simple, en fait. Avant de faire, je dirais avant de faire gagner du temps, c'est vraiment une qualité de service, surtout, par rapport. Ça amène une connaissance, comme disait Isabelle tout à l'heure, ça amène une connaissance produit à nos équipes terrain. Ça les amène beaucoup plus pros face à des clients qui sont hyper connectés, qui connaissent déjà ce qu'ils viennent chercher la plupart du temps. Ça permet d'étendre les gammes avec nos extensions, de connaître mieux les nouveautés aussi. Ça joue énormément. Et puis, pour vous donner une idée, hein, c'est un smartphone dans une poche, c'est un magasin, c'est un référencement magasin multiplié par 10. Donc, c'est vrai que ça aide forcément à satisfaire le client pleinement, quoi. Et puis ensuite, en gain de temps, en termes de smartphone ou de borne, le gain de temps, c'est aussi d'un suivi d'étiquetage, parce qu'on parle de commande, mais c'est un véritable outil, ce smartphone. C'est un suivi d'étiquetage, on peut faire des inventaires, on peut faire du recherche article, donc encore plus compétent par rapport aux clients. Et puis enfin, pour finir, concernant je dirais, quel outil j'utilise le plus, autant avant le confinement, les deux étaient pleinement utilisés à 100%.
on en discutait avec Isabelle hier, depuis le Covid, eh ben, les gens et les personnes en magasin prennent un peu le réflexe d'amener les gens vers la borne. Pourquoi? Parce que ça permet une distanciation sociale un tout petit peu plus importante qu'avec le smartphone, ce qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est vraiment typique du confinement, quoi. Ah, c'est marrant, tiens, sérieux. D'ailleurs, j'apprends cette anecdote maintenant. Là, sur la partie sondage, donc on a en l'occurrence 25 personnes, 25% de gens qui votent pour les bornes, hein. Du coup, je repose la question autrement. Si on enlevait les bornes, est-ce que vous pourriez faire tout ce que vous faites aujourd'hui avec que le smartphone? Est-ce que vous perderiez en qualité? Est-ce que les deux outils sont complémentaires ou est-ce que les deux couvrent le même usage et on peut en enlever un? Alors, je peux répondre, Isabelle me confirmera, les deux sont complémentaires, encore une fois. Et il y a un petit détail à savoir, c'est que un smartphone a un écran un peu plus petit qu'une borne. Mais le gros avantage d'amener un client vers la borne, c'est que ça offre un panel visuel quand on est en contact avec ce client. Ce qu'on n'a pas forcément toujours plus facilement sur le smartphone. Donc, des fois, ça déclenche des ventes là où on avait un produit qui, pour X raisons, n'était pas disponible. Ben, en fin de compte, le client, en voyant une image à côté, en voyant un assortiment à côté, il dit tiens, ça peut m'intéresser. Et donc, du coup, on déclenche des ventes comme ça. Bon, en tout cas, vous qui nous regardez en toute partie. Ah oui, vas-y, Messier, excuse-moi. Maxence, sur encore plus complémentaire, j'ai envie de dire, durant cette partie, cette crise, on va dire, sanitaire, dans le sens où, comme disait Yann, quand on amène nos clients, en fait, juste devant la borne, on a un visuel qui est très large, à proprement parler. Et par contre, le smartphone, certes, c'est petit, mais on ne peut pas le donner de main à main au client, surtout aujourd'hui. On ne transmet pas les choses à nos clients. Donc, c'est encore plus important d'avoir ces bornes-là aujourd'hui pour montrer les images, etc., sans avoir de contact direct, en fait. Alors merci pour ces précisions et je précise pour tous ceux qui nous regardent que je vous garantis que nous n'avons pas préparé les réponses avec les équipes. C'est les équipes qui répondent spontanément et on prend un vrai risque à poser ce genre de questions puisque vous auriez pu dire bah non les bornes ça sert à rien parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça en tout cas sur ce marché et pour un petit on va dire l'analyse de l'expert on va dire le smartphone est un outil qui est pensé pour l'enseigne, pour le vendeur, pour sa performance. C'est pas un outil qui est pensé pour le client. Il est avant tout pensé pour la performance des équipes terrain. Donc, il peut faire des ventes, hein, c'est sûr, mais ce n'est pas un outil qui est pensé pour le client. Les bornes, c'est l'inverse. Il est pensé pour le client. Bien sûr, pour des usages côte-côte ou épaule contre épaule avec un vendeur, mais c'est un outil qui est pensé client avant tout. Donc, c'est deux usages qui sont totalement, effectivement, complémentaires. Et je suis en tout cas heureux d'entendre ces réponses et soulagé, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas préparé les réponses. Et c'est tant mieux. Donc, du coup, je pose la question suivante, qui est une question un peu plus d'ordre de stratégie d'entreprise, de l'entreprise retail. Nous, on assiste depuis 10 ans sur le marché du digital à quelque chose qui touche vraiment à la stratégie de l'entreprise magasin et de l'entreprise retail. Avec le Covid, je pense que ça a été encore plus mis en lumière. Donc, je pose la question quand même avant en sondage pour les participants. Pensez-vous que le digital puisse aider les enseignes à réduire la dépendance au stock et aux besoins de trésorerie? Je vais expliquer ça différemment et poser la question différemment en termes de stratégie aux équipes de Kingsway. Donc, il y a eu des crises, hein, quand même. Je pense que c'est pas la première d'ailleurs, et c'est pas la dernière non plus. Hein, il y en aura d'autres. Bon, celle-là, elle est quand même assez collector, mais il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves. Là maintenant, on a le Covid. Tout ça a impacté et asséché la trésorerie des enseignes, hein, même de toutes les entreprises de manière globale, mais en tout cas particulièrement, si on parle de ces trois crises-là, du retail. Certaines de ces enseignes, d'ailleurs, se sont retrouvées à court de trésorerie et n'ont pas pu s'endetter, hein, parce qu'à un moment donné, si on veut mettre des stocks dans 100 magasins, il faut avoir une capacité d'endettement de plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que si on n'a pas de stock en magasin, aujourd'hui, on ne vend pas, quand on n'est pas digitalisé, j'entends. Et donc, cette dépendance au stock, elle est réelle. Je n'ai pas de stock dans mes rayons, je ne vends pas. Et cette dépendance au stock crée une dépendance à la dette et donc à la trésorerie. Et si je n'ai pas la capacité financière de pouvoir stocker mes magasins, je ne peux pas mettre de stock en magasin et c'est un vrai problème. Donc pour vendre, il faut des stocks. Pour avoir des stocks dans tous ces magasins, il faut beaucoup d'argent.
Et avec tout ce qu'on a vu, avec les réponses qu'on vient d'entendre là de toute l'équipe de Kingsway, de tout ce qu'on a constaté aussi du coup pendant la crise, ces phénomènes d'accélération de la demande instantanée, le phygital qui joue le rôle d'amortisseur, le fait de vendre des grosses caisses qu'on n'a pas eu besoin de stocker en magasin, dont ils ne payent pas de loyer, qui n'ont pas coûté de transport, etc. Pensez-vous que le phygital peut aider les enseignes à réduire cette dépendance au stock et aux besoins de trésorerie? Voilà, c'est ma question. Là, c'est Kingsway qui répond, c'est le sondage, pardon. Alors, le sondage peut répondre, donc effectivement, on peut laisser un petit instant pour que les gens puissent y réfléchir. Et puis quand tu le sens, effectivement, quand tu penses qu'on a assez de réponses dans le sondage, on peut y aller parce que c'est effectivement une question fondamentale. Et là, on parle vraiment de stratégie d'entreprise. On parle de stratégie d'entreprise parce que quand on est capable de vendre des piscines ou des trampolines en phygital dans 100 magasins, on n'a pas besoin d'avoir du stock dans 100 magasins. Et donc, ça réduit, ça a un impact forcément sur la stratégie de l'entreprise. Alors, je vois que le sondage a l'air assez consensuel. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est clairement un levier pour mieux gérer ses stocks. Alors déjà, juste en préambule, dire que ce qui s'est passé pendant le confinement, l'apport du phygital nous a réellement été bénéfique parce qu'on a commencé en 2011 et parce qu'on a accéléré sur le sujet en 2016. Pour le dire autrement, on a eu toutes ces années pour se planter et surtout avant de trouver le bon modèle et la bonne carburation sur le sujet. Donc, on a eu la chance d'avoir un peu plus d'expérience sur le sujet, peut-être par rapport à d'autres enseignes. Et effectivement, depuis 2016, on a généralisé les bornes dans l'intégralité de nos magasins. On en a également profité pour réduire nos assortiments en magasin. Donc, petit à petit, on concentre le nombre de références qui sont suivies dans un magasin, on concentre le budget d'achat également, puisqu'on est dans un marché du jouet où il faut avoir des produits chauds, et pour pouvoir avoir les produits chauds, il faut être en capacité de les acheter. Donc, on a moins dispersé nos budgets d'achat sur ces 4 dernières années. Et donc, c'est un peu le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on concentre nos assortiments en magasin sur les produits à plus forte rotation et on complète l'assortiment avec les bornes, soit au travers de produits qui sont stockés à notre entrepôt et qu'on livre gratuitement en magasin sous 72 heures, soit au travers de ceux dont on a parlé tout à l'heure, toute l'offre en dropshipping, donc qui permet pour le coup de faire des ventes sans même porter de stock. Et là, en termes de trésorerie, c'est encore mieux. Mais je dirais que pour conclure la réponse, la technique n'est pas le plus important dans ce sujet-là. J'ai envie de dire que d'un point de vue technique, si on a du temps et de l'argent, on est capable de faire tout et n'importe quoi, quasiment. Le plus important, et vous en avez eu le témoignage aujourd'hui, c'est les équipes. C'est les équipes en magasin, c'est la façon dont on conduit le changement, c'est la façon dont on forme les équipes en magasin, c'est la façon dont on anime les ventes. Tout part de là, en fait. Donc, au-delà d'une stratégie d'entreprise qui est de dire, effectivement, on concentre nos budgets d'achat, on optimise notre BFR et notre trésorerie, tout ça ne fonctionne que parce que vous avez des gens avec qui vous avez pu échanger là aujourd'hui, qui se sont emparés du sujet et qui se sont vraiment appropriés. Pour le dire autrement, si une enseigne décide demain de mettre des écrans dans ses magasins et de réduire ses assortiments, c'est pas dit que ça va marcher. Parce qu'il manque une troisième inconnue à l'équation, l'humain. Absolument. Parfaitement d'accord avec toi, Stéphane. Donc, bravo aux équipes, à nos équipes. Ouais. Ouais, bravo à vous, parce que nous, on assiste en tant que spectateurs à tout ça et je peux vous dire que vous carburez en tout cas, et ça fait plaisir à voir. J'ai une petite question qui vient de Didier. Alors, Didier a posé énormément de questions. J'en ai sélectionné une. Au-delà des bornes, est-ce que le phygital reconfigure l'aménagement des magasins en permettant aux magasins plus petits, plus humains, plus expérientiels? Est-ce que le phygital peut être un outil pour avoir des plus petites surfaces avec une nouvelle forme de merchandising? Ça peut. On s'en sert notamment pas mal dans un nouveau format de magasin qu'on a inauguré l'année dernière. Donc, on a appelé dans notre jargon format urbain, puisqu'en fait, Kingsway est très peu présent dans les centres-villes. On est plutôt, sans que ce soit péjoratif, mais une enseigne provinciale présente dans les petites et moyennes villes de France. Et donc, on a décidé
mieux quadriller les magasins de centre-ville. Donc, on a ouvert 4 magasins l'année dernière, donc sur Lyon, Strasbourg et puis 2 à Paris, sur des plus petites surfaces, environ 500-600 mètres carrés. Et là, effectivement, on a augmenté le nombre de bornes, puisque dans la mesure où on a concentré nos assortiments sur environ 2500 à 3000 références, là, forcément, il y a besoin du Figital pour pouvoir compléter. Donc oui, on a un concept de magasin qu'on est venu réadapter, réaménager en s'appuyant sur le Figital. Super, merci. Bah, si je dois résumer, le Figital, d'une certaine manière, apporte un levier supplémentaire pour faire du chiffre d'affaires additionnel pur et ne pas perdre des ventes au profit de concurrents. Il y a aussi un deuxième aspect qui est la réduction de la dépendance au stock et à l'endettement. Donc, d'une certaine manière, je peux réduire mon assortiment magasin, donc réduire ma rotation de stock. Donc là aussi, j'ai des gains de coût de ce côté-là, hein, puisque j'ai moins besoin de trésorerie, j'ai moins besoin de stock, donc moins d'espace. J'ai des meilleures rotations, donc j'ai une meilleure rentabilité au mètre carré. Il y a l'aspect, je peux ouvrir aussi des plus petits formats de magasins, parce que comme je suis moins dépendant de mes stocks, je suis moins dépendant de mes surfaces, donc je peux saisir d'autres opportunités. L'équation a beaucoup d'inconnus, et en tout cas, il y en a une qui est aujourd'hui certaine, c'est l'humain. Le projet Figito sont des projets de stratégie d'entreprise dans lesquels la totalité des corps dans l'entreprise sont impliqués. D'ailleurs, on voit bien ici la transversalité de types de postes qui sont là autour de la table, hein. Donc, que ça soit vendeur, responsable de magasin, responsable régionaux, responsable de zone, direction Figital, et puis après, il y a d'autres postes aussi, hein, qui sont impliqués à la direction des achats. On parle bien de stratégie d'entreprise. Donc, en tout cas, si ça vous intéresser, c'était le but recherché. Je fais un petit mot sur moi-même et improvise. Donc, je suis moi spécialiste et passionné du Figital depuis maintenant 10 ans, hein. Dans un mois, on va fêter notre 10e anniversaire. Sur la digitalisation, on a été pionnier très très tôt sur le marché, tout comme Kingjoy l'a été. Donc, si vous avez des questions que vous posez pour vos magasins, les histoires ne sont jamais les mêmes d'une enseigne à l'autre. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions. On est vraiment spécialiste de ces stratégies de digitalisation. Et puis, je remercie encore 1000 fois d'avoir un partenaire comme Kingjoy et des équipes qu'on aime et que c'est beau de voir réussir en tout cas. Donc, bravo à vous. Et merci. Alors, je me permets de reprendre la parole. Merci beaucoup, effectivement, à tous pour votre intervention et avoir répondu à l'ensemble des questions de Maxence. On a beaucoup de questions dans l'onglet questions, donc je vais me permettre de les poser au fur et à mesure pour que chacun puisse avoir réponse à ces questions. Donc, Didier qui se demandait est-ce que le QR code ou la réalité augmentée devient un moyen de développer le sans contact pour du Figital en magasin physique? Je veux bien me permettre de répondre là sur cette partie-là. Le QR code en magasin, en 10 ans de temps, j'ai jamais vu un projet qui a marché. Voilà, je vais être cash et transparent. Mettre des QR codes en magasin, ça implique que les gens utilisent leur smartphone, et il y a beaucoup de gens qui viennent en magasin qui ne savent pas forcément déjà ce que c'est qu'un QR code, ou qui n'ont pas de batterie, ou qui ont tout simplement pas envie de le faire. Ils viennent, qui ne font pas d'efforts. Donc, moi, j'ai un certain nombre d'explications qui peuvent justifier ça, mais le fait est que dans les faits, ça ne marche pas. Les gens n'utilisent pas les QR codes, en tout cas très très peu en magasin. Voilà. Juste pour compléter la réponse de Maxence, vouloir trouver des solutions pour un sujet qui est avant tout un sujet de vente et d'animation d'équipe, c'est se tromper de combat. Ce n'est pas la technique qui va sauver le retail, ce n'est pas les outils, ce n'est pas le borne en tant que tel qui faut faire quelque chose. C'est le fait que ce soit un vrai projet d'entreprise et des équipes derrière qui font cette technologie. Donc, vouloir se précipiter sur des sujets comme la réalité augmentée, QR code, RFID et toutes ces choses qui font fantasmer, pour moi, c'est de la perte de temps et d'argent. Après, nous, on est aussi un vrai laboratoire de recherche, d'analyse, d'études, et derrière le QR code, il y a un vrai besoin, parce qu'en général, quand on a du Figital, ça veut dire qu'on a une offre infinie sur le Figital, mais donc qui n'est pas visible en magasin.
Et on essaye de trouver un moyen de pouvoir relier le physique, donc le merchandising physique avec ce digital. En ce moment, on est en train de tester une nouvelle technologie qui s'appelle Pushies. C'est un petit bouton connecté qui permet de faire le lien entre du merchandising physique et des écrans. C'est encore au stade d'études et d'analyse. Alors pour l'instant, on a plutôt des très bons retours. Mais si vous voulez creuser le sujet, vous cherchez Pushies ou vous nous demandez. C'est un produit qui démarre bien. Merci beaucoup. Ah, on a perdu Nadège. Alors, tant que Nadège revient, du coup, Alors, oui, ah voilà, Nadège est revenue. Petite connexion, je m'en excuse. Donc, si ça recommence, si vous pouviez reprendre le déroulé des différentes questions posées par notre auditeur. Donc, on a répondu à pas mal de questions. En soi, donc, sur les commandes, une question de Sylvie Turpin. Sur les commandes bornes, quel pourcentage concerne les ruptures de stock du magasin et quel pourcentage concerne de l'extension de gamme? Très compliqué de répondre. Ça dépend des magasins, ça dépend des périodes. C'est compliqué de répondre à cette question. Ouais, nous, c'est pareil, hein, faut pas hésiter à nous contacter, Sylvie. On a des données qui sont anonymisées, réparties et analysées sur plusieurs enseignes. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il y a les deux, hein, effectivement. Ça dépend clairement des stratégies des enseignes aussi. On a des enseignes qui ont des stratégies très pushy sur le dropshipping ou sur l'extension de gamme. Donc, ça dépend de plein de choses. Faut pas hésiter à nous contacter derrière pour qu'on puisse creuser la question ensemble. Merci beaucoup. Une autre question de Michel Corr. Donc, est-ce que le digital et l'extension possible des gammes vous incitent à sortir de votre territoire de marque et à ajouter des catégories hors jouets? On l'a vu tout à l'heure. On a un peu répondu tout à l'heure, mais notre volonté, c'est plutôt de se concentrer sur ce qu'on fait bien, savoir les jeux et les jouets, et plutôt d'avoir une stratégie de profondeur plutôt que d'aller chercher d'autres catégories type jeux vidéo, puriculture, surtout instruments légitimes. Parfait. Alors, je vois que vous avez répondu quand même à pas mal de questions au fur et à mesure où tout a été posé. Une question de Paul Morel. Le fait d'avoir deux parcours digitaux différents entre bornes et site e-commerce est-il un problème sur coût? Une double expérience pour l'utilisateur final? Je ne dirais pas que c'est un problème ou un surcoût, je dirais que c'est plutôt une opportunité. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de conserver un client dans un écosystème, notre site web quand il est chez lui, et nos systèmes de bornes, et puis surtout nos petits magasins quand il est en magasin. Donc pour moi, ce n'est pas forcément un problème ou un surcoût, c'est plutôt deux parcours qui sont soit complètement différents, soit complémentaires. Mais c'est plutôt couvrir un spectre plus large des possibilités. Donc voilà, je ne crois pas que ce soit une double expérience pour l'utilisateur final, je pense que c'est une seule et même expérience avec différents points de contact. Alors, je vais apporter mon point de vue qui n'engage que, on va dire que 10 ans d'analyse et d'expérience, mais pour moi, c'est essentiel et c'est obligatoire. Le digital, on vit dans un monde où le client, il est effectivement partout. Il peut être chez lui, il peut être dans la rue sur son smartphone, il peut être en magasin, mais en tout cas, il y a une frontière invisible qui différencie deux mondes très précis dans le monde de l'omnicanal. Et ce critère, il est très simple à définir. C'est si je suis en train d'utiliser mon matériel, enfin mon terminal, mon téléphone, mon ordinateur, je suis clairement pas du tout dans le domaine du digital puisque je suis dans ma propriété. C'est quelque chose qui m'appartient, etc. À partir du moment où je suis dans un lieu public, c'est-à-dire que là, la stratégie, ça a été de se mettre dans le parcours du client parce que les gens se déplacent et le principe du digital, c'est de se mettre sur leur parcours là où ils se déplacent. Et donc ça, on va le faire avec son propre matériel, avec le matériel du retailer. Donc des bornes, des smartphones, etc. Et donc, cette frontière invisible, c'est je suis propriétaire de mon matériel ou je ne suis pas propriétaire de mon matériel. Donc, quand je suis dans un magasin, je ne suis évidemment pas propriétaire du matériel des bornes, ni de ceux des smartphones. Et en fait, cette frontière-là, d'un côté ou de l'autre, absolument tout change. Et si on prend un site e-commerce qui est pensé pour être utilisé par un client chez lui ou sur son téléphone et qu'on le met en magasin, ça ne marche pas du tout parce que ce ne sont pas les mêmes besoins, ce ne sont pas la même manière de gérer les process, ce n'est pas la même stratégie de communication. Il y a très peu de choses en commun au final, à part les fiches produits. Au final, ça c'est sûr que c'est partagé. Mais sinon, tout change, les process, les outils des vendeurs, le client, la manière de l'adresser, la manière de payer, la manière de communiquer sur les écrans.
Et donc oui, pour moi, c'est vital. On ne peut pas mettre un site e-commerce en magasin, ça ne marche pas. D'ailleurs, par exemple, sur e-commerce, on fait du SEO. En magasin, on ne fait pas de SEO, ça n'a aucun sens. Sur des sites e-commerce, on va mettre des cellules de chat. Il ne faut surtout pas faire ça en magasin. Une cellule de chat sur un site web en magasin, ça n'a aucun sens. Et des différences comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Et en tout cas, ne le faites surtout pas. C'est pas du tout les mêmes outils pour ni les mêmes équipes, ni les mêmes process qui doivent gérer le digital en magasin. Merci beaucoup. Une autre question de Michel Corr. Question sur le ROI du digital. En combien de temps sont amortis ces dispositifs et comment est calculé le retour sur investissement du projet? Alors, je peux me permettre de répondre de manière générale. Alors, peut-être juste, est-ce que vous pouvez nous dire juste, est-ce que c'est rentable? Oui. Donc, comment ça se calcule? Sinon, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Comment? Sinon, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Bah ouais, effectivement. Alors, c'est Sébastien, le patron de Nice, qui disait ça aussi, hein, dans le retail, les seuls projets qui se déploient sont les projets rentables, hein. Dans le e-commerce, on a accès à des capitaux. On peut se permettre de ne pas être rentable pendant 10 ans, mais pas dans le retail. C'est pas possible. Donc oui, ces projets sont rentables souvent en moins de 12 mois. On a certaines enseignes qui sont rentables en 4 mois. Comment ça se calcule? C'est simple, on a des outils financiers qui conjuguent à la fois le matériel, les coûts de setup, le nombre de magasins, parce que chaque magasin est un gisement de revenus, et qui permettent de calculer en fonction du nombre de magasins la rentabilité espérée ou espérable. Voilà. Donc après, on fait des hypothèses de vente. C'est assez facile à faire, et en tout cas, si vous vendez de l'équipement, les critères, nous, on a un critère qui s'appelle figitalisable, hein, l'enchaîne figitalisable. La plus figitalisable de toutes, c'est celle qui a des produits encombrants volumineux, qui a de la forte rotation, enfin, qui a de la faible rotation de stock, avec des délais très longs de plusieurs centaines de jours, voire plus de 200 jours, voire plus de 300 jours de rotation de stock, qui a une concurrence Internet très forte, des produits techniques, besoin d'émotion, de réassurance. Si vous avez ces critères-là forts, vous êtes parmi les plus rentables rapidement. Voilà. Et saisonnalité aussi. La saisonnalité joue beaucoup. Voilà, besoin de modifier régulièrement l'assortiment en magasin. Plus vous avez ces problématiques-là, plus la partie digitale peut vous aider. Et je vais réinsister très lourdement. L'investissement autour de l'accompagnement des équipes en magasin, l'animation, reste clé. Si vous en faites un sujet technique, vous passez à côté du sujet. Indispensable. Voilà. Un projet de digitalisation implique un projet d'entreprise et il y a de la technologie, c'est un tout petit bout de la réponse, mais il y a aussi du process, de la formation, de l'accompagnement, du suivi d'équipe, etc. Donc c'est une brique extrêmement importante, tout à fait. Maxence, Ouais. moi je vais devoir vous laisser. Je suis désolée, victime de votre succès là sur Webinar. Du coup, ça dure beaucoup plus longtemps que c'est prévu. Mon intervention en fait à 13h30, donc vraiment sur le magasin. Donc je vais devoir vous laisser. Ouais, Parce que j'ai pas mal de route. Voilà. Donc, merci je vous souhaite beaucoup. une bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci vraiment encore. Salut USR. Merci. Alors, une dernière question, et effectivement, un grand merci à MUSR de sa participation. Donc, Solange BL, la qualité du produit est-elle complémentaire ou prioritaire au digital comme stratégie d'entreprise? Comment dire? On mélange deux sujets pour moi. La qualité du produit en tant que retailer, c'est juste incontournable. Et si on parle à fortiori de démarches RSE, de faire des produits éco-responsables fabriqués en France, etc., c'est très clairement un axe au niveau de l'offre, qu'on explore d'ailleurs, nous, côté Kingsway. Le digital est plutôt un moyen. Il est plutôt un moyen de mettre en avant cette stratégie produit, cette stratégie de gamme et de construction d'offres. Donc, dire si c'est complémentaire ou prioritaire, je dirais qu'il faut les deux, quoi. Dans l'absolu. Il faut une offre qui soit cohérente et qui permette de rassurer le client sur le fait qu'en venant chez Kingsway, il va trouver à la fois des produits différents de ce qu'il peut trouver ailleurs, des équipes sympas, des solutions, etc., etc. Le digital étant une des solutions proposées pour commercialiser ces produits. La plus importante restant quand même le magasin. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ouais, je pense que la question est vite répondue, hein. Bon.
je pense qu'on a vu toutes les questions, puis après je vois que le temps passe, Nadège et puis nos équipes de King Jouet là sont quand même dans une période de rush Noël. Je pense que on va pouvoir conclure. Je me permets effectivement de conclure dans ces cas-là. Donc, merci à tous. Merci à l'équipe de King Jouet, l'équipe d'Improvise d'avoir animé avec brio l'ensemble de ce webinaire. Pour conclure, je vous rappelle juste sur cette petite diapo que nous avons mis en place d'autres événements, notamment demain, un rendez-vous d'innovation. Donc, c'est un rendez-vous un peu plus conséquent entre 3h30 et 4h avec des thématiques bien ciblées traitant du retail à l'ère post-Covid. Donc, je vais vous envoyer de toute façon la présentation et le lien pour vous inscrire si vous le souhaitez. Suivi donc le 29 d'une présentation du livre blanc de chez Alan, qui est une mutuelle d'entreprise. Le 6, je vous invite également à participer à la présentation de la cartographie des tendances, qui est une cartographie qui sort chaque année, publiée par Cap Digital. Et notre prochain petit déjeuner d'innovation qui traitera de la blockchain le 8 octobre. Okay. Voilà, pour l'ensemble de nos adhérents, vous avez également la possibilité de mettre en ligne l'ensemble de vos webinaires en partenariat avec Cap Digital et comme by Cap Digital. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien lorsque vous recevrez votre présentation papier. Et voilà, donc n'hésitez pas pour toute question à revenir auprès de Maxence, de Stéphane et son équipe. Nous, on est là en tant que pôle de compétitivité pour vous accompagner sur tous les sujets, que ce soit pour une labellisation ou pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Des adresses sont mises à votre disposition sur le site de Picom by Cap ou de Cap Digital. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Grand merci à tous de votre participation. Très bonne journée. J'espère qu'on n'a pas été trop long et qu'on n'a pas pris trop de temps sur votre temps de travail. À très bientôt et au plaisir à nouveau de collaborer ensemble, Stéphane, son équipe et Improvise. Merci encore. Je rajoute un dernier petit point. Si vous voulez nous retrouver Improvise, ça peut se passer au Connected Day, donc le 19 novembre à Lille. Voilà, donc on sera physiquement présent avec l'ICC, donc on peut se donner rendez-vous là-bas et si vous voulez nous voir, n'hésitez pas, vous avez toutes nos coordonnées en ligne sur Internet très facilement, sur LinkedIn et puis on répondra à vos questions avec grand plaisir. Merci à vous tous, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.